Bonsoir à tous, bonsoir et merci beaucoup d'être venus si tôt après les agapes pour cette dernière séance des universités populaires. Vous avez peut-être remarqué que le programme avait changé, que nous avons souhaité l'écourter pour passer en fait dans une autre phase de la campagne, dans la mesure où maintenant nous avons un programme et que ce programme doit être approprié par le plus grand nombre et nous allons préférer des réunions peut-être plus locales, plus ponctuelles. Frédéric Le Baron est professeur de sociologie à l'ENS Saclay. Il nous fait l'honneur de venir aujourd'hui pour évoquer une question très importante, tout à fait cruciale dans le programme. C'est aussi, donc c'est un sociologue universitaire, mais c'est aussi quelqu'un qui s'engage avec son arme, la sociologie, et qui est directeur de la publication d'une revue, Savoir Agir, qui est non seulement une revue scientifique, mais aussi une revue engagée. Le thème aujourd'hui rejoint des préoccupations, évidemment, on ne vous a pas invité pour rien, rejoint des préoccupations scientifiques, mais en particulier un ouvrage que vous avez publié, La crise de la croyance économique, aux éditions du Croquant, qui est assez directement relié à la question bien de l'Europe en particulier et des dogmes économique européen. Ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est un plan, je disais, central, crucial dans le programme L'Avenir en commun, qui concerne cette articulation plan A, plan B, qui est construite autour de l'idée de la possibilité d'une sortie des traités européens. Et c'est ce qu'on va essayer d'examiner, d'évaluer, d'observer en tant qu'objet politique, mais qui va finalement aussi devenir une discussion stratégique. Une discussion sur cette stratégie en deux temps, qui reposerait sur ce premier temps de renégociation des traités constitutifs de l'Europe telle qu'elle est, de l'Europe actuelle, et en particulier de la zone euro, et en cas d'échec, eh bien, le deuxième temps serait ouvert et il s'agirait d'une potentielle sortie unilatérale par la dénonciation des traités. Et donc là, ce serait le plan B. Et c'est, bon, une fois qu'on a dit ça, on a besoin quand même d'avancer et de s'avancer un petit peu plus et d'essayer d'examiner justement quelles sont les conditions de possibilité d'une telle prétention. Voilà. C'est ce que Frédéric Le Baron va nous aider à apercevoir, à savoir les conséquences possibles d'une telle perspective. Donc je vais vous laisser tout de suite la parole. Merci beaucoup Charlotte. Bonsoir et meilleurs vœux à toutes et à tous. Et merci aux universités populaires de la France Insoumise pour l'invitation. Merci aussi de m'avoir incité à m'exprimer et à réfléchir sur ce thème pas facile. Quelle stratégie pour sortir de la crise européenne et en particulier de l'articulation plan A, plan B. Alors, je voudrais commencer par dire que la crise européenne, la crise de la zone euro, pour moi, c'est d'abord une donnée de base de l'action politique aujourd'hui en France et en Europe. Bon, comme vous savez, c'est une crise qui a fait suite à la crise financière mondiale de 2008. C'est un processus qui est à la fois financier, monétaire, économique, politique et social, donc très multidimensionnel, très complexe, et qui, en particulier, une caractéristique, c'est qu'il met en cause la cohésion très fragile, manifestement, d'un ensemble dès l'origine hétérogène, celui des pays de la zone euro, qui a évolué, qui a bougé dans le temps, bien sûr. Cette crise, premier constat, elle n'a pas cessé de susciter divers projets de changement concernant les institutions européennes et la zone elle-même, plus ou moins radicaux, allant du plus conformiste et du plus institutionnel. Alors, je vais citer par exemple le rapport des 5 présidents en 2015, à toute une série d'appels émanant de divers groupes d'économistes en particulier, d'experts, mais pas seulement. Je pense par exemple le Giniker Gruppe en Allemagne en 2014, je pense à l'appel pour une union politique de l'Europe autour de Piketty en France, je pense à, et je vais y revenir,
à la modeste proposition de Varoufakis et Galbraith promue depuis 2011 dans le contexte de la crise grecque, le rapport du Parlement européen sur les activités de la Troïka coordonné par Lee Mang-nok en 2014, et cela bien sûr jusqu'à des propositions plus dissidentes, on va dire, moins conformistes, avec bien sûr les sommets internationaux du plan B depuis 2015, fin 2015, et aussi diverses propositions qui font évidemment partie du débat, pour la sortie de l'euro, comme en France, celle portée en particulier par des économistes issus de la gauche ou de gauche, Jacques Sapir, Frédéric Lordon et d'autres, et au niveau international, des intellectuels de gauche comme Tariq Ali, Stathis Kouvelakis ou d'autres. On parle dans ce cas d'ailleurs de l'exit, sorti par la gauche. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut essayer, au fond, de manière assez simple, d'anticiper les conséquences économiques et politiques concrètes qu'aurait la stratégie élaborée dans le contexte des sommets internationaux du plan B, c'est-à-dire cette stratégie plan A, plan B, une stratégie donc qui vise à sortir des traités européens d'une manière ou d'une autre, des traités européens tels qu'ils sont, mais articulant deux plans, un plan A, c'est la désobéissance aux traités et la renégociation du cadre institutionnel de la zone euro et de l'Union européenne, et un plan B, sortie unilatérale en cas d'échec. Alors je précise d'abord que je ne suis ni économiste ni juriste, donc d'une certaine manière moins légitime, entre guillemets, en tout cas compte tenu de la définition des compétences légitimes sur ces questions, et c'est donc en tant que sociologue, mais sociologue politique et économique, donc il y a quand même dans ces cordes la dimension économique et la dimension juridique que je vais essayer de proposer des éléments de réflexion en m'appuyant sur divers travaux récents que je peux mener, mais en soulignant bien évidemment que mon propos sera nécessairement incomplet dans la mesure où justement je ne suis ni économiste ni juriste, et que je suis très attaché à la pluridisciplinarité, au concours des différentes disciplines, à la compréhension des phénomènes. Peut-être ce qui caractérise mon approche, ou disons l'approche des sociologues sur la question, c'est de penser et d'insister sur le fait qu'il faut prendre en compte au moins sur cette question trois champs, trois espaces sociaux, disons, interdépendants. Le champ de la finance, et de la finance mondialisée, très important, évidemment, dont dépend le financement au jour le jour des États, dans un contexte de très fort endettement public, d'endettement privé également, important. On parle ces jours-ci de menaces de crise obligataire et plutôt du côté privé, dont dépend aussi la valeur des monnaies, j'y reviendrai. Le champ politico-institutionnel européen, avec bien sûr les gouvernements, avec l'Eurogroupe, les institutions, disons, intergouvernementales, mais aussi les deux institutions centrales que sont la BCE et la Commission européenne. Et un troisième champ sur lequel j'insiste de manière peut-être plus spécifique, qui est le champ de l'expertise économique, dans la mesure où une telle stratégie, plan A, plan B, de manière inévitable, va engendrer une intense mobilisation discursive, argumentative, rhétorique, avec toute une série de métaphores, du cataclysme, de la guerre, etc., qui vont nécessairement se présenter, se diffuser, notamment dans les médias, qui vont être évidemment le lieu de luttes idéologiques particulièrement intenses. Et je précise que c'est tout particulièrement sur ce dernier point, c'est-à-dire les enjeux idéologiques et symboliques que j'ai été amené à travailler, les enjeux communicationnels, discursifs, en particulier de la crise. Peut-être ce qui fait aussi ma spécificité sur ces questions, c'est d'insister sur le fait qu'il ne faut pas tout amalgamer, c'est-à-dire d'être très attentif non seulement aux différenciations entre ces trois champs, mais à l'intérieur des champs, aux différenciations entre les acteurs institutionnels, et à l'intérieur même des institutions, aux différenciations entre les acteurs individuels. Ce qui introduit évidemment beaucoup de complexité, une approche très nécessairement multiniveau et multichamp, donc très multidimensionnelle. Voilà, alors préambule, donc je me place dans le cas, c'est une hypothèse de travail bien sûr, d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en tout cas au moins pour une coalition emmenée par la France insoumise, à laquelle en tout cas elle imprime ses orientations. Donc évidemment, je ne prononce pas sur la probabilité, etc. J'entre pas du tout dans cette discussion-là. En tout cas, quand on peut dire qu'il n'est pas évidemment indépendant de toute une série de changements préalables, bien évidemment, dans la société française, dans l'environnement politique, économique, idéologique, lié à la campagne électorale et sans doute à d'autres événements. Mais je passe sur cet aspect systémique. Je raisonne, voilà, un peu toute chose égale par ailleurs, c'est un peu compliqué, hein, parce que toute chose n'est évidemment pas égale par ailleurs si Jean-Luc Mélenchon l'emporte à l'élection présidentielle. Alors, la stratégie actuellement définie, elle suppose de commencer par une négociation dure, j'insiste sur l'adjectif, il est de moi, mais dur, en vue de changements institutionnels, et en cas d'échec seulement, pour l'instant c'est ce qui est en tout cas
annoncé, avancé, par une sortie pure et simple de la zone euro et de l'Union européenne, si on lit bien le programme, ce qui serait dans ce deuxième cas ce qu'on appelle le Frexit, ou ce serait une variante de l'exit, puisqu'il s'agirait d'une sortie à gauche. Mais ça sera mon premier point, ma première remarque, ma première réflexion. Les changements institutionnels prennent du temps et peut-être on n'insiste pas assez sur le fait que le gouvernement il a d'abord à gérer le très court terme. Et comme on l'a vu depuis 2010, avec évidemment le cas grec, mais d'autres exemples bien sûr, le gouvernement doit composer avec des situations qui évoluent très très vite, avec des pics d'intensité et beaucoup d'imprévisibilité. Alors, souvent, je renvoie à un ouvrage de sciences politiques bien connu qui s'appelle Sociologie des crises politiques de Michel Daubry. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une situation très fluide, où les choses bougent beaucoup. Et on peut imaginer, il faut se placer dans cette situation où tout est extrêmement mouvant et doit être géré à très court terme, avant même de parler presque de négociation. Je pense qu'il y a un préalable, c'est gérer une crise. Une situation de crise financière, bancaire et monétaire. D'abord parce que l'annonce même de la stratégie, plan A, plan B, n'est évidemment pas neutre lorsqu'elle devient une hypothèse politique très crédible. Donc avant même les résultats électoraux, bien évidemment, il y a des sondages, il y a tout un tas d'éléments d'information qui vont dans ce sens-là. Elle a elle-même des effets importants, et en premier lieu sur les marchés financiers. Les marchés financiers suivent évidemment l'actualité au jour le jour, et ils ont la mémoire des paroles, des annonces, des promesses, etc. Ils sont très sélectifs aussi, il y a des promesses qu'ils laissent complètement de côté parce qu'elles ne les intéressent pas, mais voilà. Donc on fait face à évidemment un mouvement de spéculation international, pas seulement national bien évidemment, et il ne suffit pas de dire contrôle des capitaux, qui serait une sorte de solution qui annihilerait la spéculation, ça ne suffit évidemment pas, ça limite évidemment les sorties de capitaux du pays, bien évidemment, mais ça pose aussi toute une série de problèmes institutionnels. Donc qu'est-ce qui est probable? C'est une hausse des taux d'intérêt sur les titres de la dette souveraine française, bien évidemment, une panique financière plus large, de plus ou moins grande ampleur, avec l'hypothèse qui est évidemment développée dans les médias, dans la presse, d'un effondrement possible du système bancaire national, donc européen, compte tenu, je vais y revenir, de la taille du système bancaire national. Et tout particulièrement en cas de crédibilité plus forte de l'hypothèse d'une restructuration de la dette. On entre donc dans un scénario qui est assez bien connu maintenant depuis 2009-2010, fin 2009 disons, avec bien sûr la Grèce, Chypre, l'Irlande, le Portugal, d'autres pays. Il y a une nouveauté évidemment dans le scénario qui est importante et sur laquelle il faut réfléchir, c'est qu'il ne s'agit plus d'un pays périphérique qui est en situation de crise spéculative, mais un pays du centre de la zone, dont le poids économique est évidemment incomparable par rapport à celui de la Grèce en particulier. C'est un peu moins vrai si on considère l'Italie, mais qui n'a pas été soumise au même processus de mise en crise. Et les instruments et les institutions qui ont été créés depuis 2010 pour gérer la crise au jour le jour, d'une certaine manière, donc le FESF, le MESF, le MES, etc., puis la Troïka, sont complètement soit insuffisants, sous-dimensionnés, soit complètement inadaptés. La dette française, c'est 6 fois la dette grecque, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et en même temps, un tel pays ne peut pas faire défaut, et ça je pense que c'est un point très important, la menace du défaut qui a été très très importante évidemment pour la Grèce, mais qui l'est pour tous les pays et qui est à l'arrière-plan du déchaînement de la crise spéculative. Un pays comme la France ne peut pas faire défaut sans entraîner tout le monde dans sa chute, au fond. Cette métaphore est assez bonne. Et ça, c'est très important, parce que c'est aussi un atout, bien sûr, pour le gouvernement, comme dans le cas des très grosses banques. Too big to fail. Elles le savent, évidemment, et le gouvernement doit le savoir, qu'il est trop gros pour que, d'une certaine manière, sa faillite soit acceptable. C'est un point très important pour la négociation, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a la menace de la sortie, mais il y a la menace de la faillite aussi, qui serait cataclysmique, qui entraînerait évidemment la zone euro, la faillite, c'est-à-dire le défaut, bien sûr, de paiement, qui arrive vite, parce que si les taux d'intérêt explosent, très très vite la question se pose sur les marchés de la soutenabilité de la dette. On l'a très très bien vu avec le cas grec et avec tous les cas des pays en crise. J'ajouterais quand même un autre élément, c'est que l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement insoumis déclenche sans doute aussi une spéculation très forte contre l'euro, qui peut aussi être un atout, de manière
assez intéressantes. Ça peut être aussi une arme dans les mains, mais c'est toujours des armes compliquées à manipuler. D'abord parce que bon, le change est fixé sur les taux de change est fixé sur les marchés, hein, et donc c'est par la parole en fait que les gouvernements peuvent éventuellement agir, mais avec des effets potentiellement dévastateurs. Donc c'est évidemment très compliqué, mais une chute de l'euro, ça peut être aussi une bonne nouvelle, parce que évidemment le gouvernement allemand, sur lequel je vais revenir dans un instant, qui va être évidemment au cœur de la négociation, il a évidemment la hantise de ça, c'est-à-dire d'une monnaie faible, une monnaie qui deviendrait faible, qui arrangerait tous les pays du Sud, hein, qui deviendrait très faible. Elle est en train de devenir assez faible d'ailleurs en ce moment, hein, mais là ça accélérerait évidemment. En tout cas, c'est une des hypothèses sur lesquelles on peut réfléchir. Il y en a d'autres, hein, c'est pas du tout limitatif. Alors, de plus, évidemment, le gouvernement refuse une solution à la grecque, c'est-à-dire se lancer dans une politique de déflation. C'est son principe, c'est sa position, déflation salariale, austérité budgétaire, et ses représentants ont donc annoncé qu'ils étaient prêts à désobéir au traité. La notion de désobéissance me semble très importante. Ça signifie qu'ils engagent très vite un rapport de force institutionnel dur. Je vais revenir sur le timing, le tempo de tout ça. À mon sens, la négociation doit arriver tout de suite, parce qu'ils doivent en même temps gérer une crise financière. Et donc c'est évidemment, sans compter qu'il y a d'autres projets, évidemment, en particulier, bien sûr, une 6ème République, etc., qui sont aussi de très grande ampleur, donc qui supposent des changements non très importants. Donc gérer tout ça en même temps, c'est assez compliqué. Alors, on a vu avec l'exemple grec, je vais insister sur ce point parce que ça me paraît un point important sur lequel on ne réfléchit pas assez, je pense, disons dans les contextes électoraux, c'est qu'il faut quand même une préparation et une équipe solide, et si possible, des soutiens internationaux diversifiés. On l'a très bien vu avec le cas grec, ou des soutiens internationaux assez diversifiés. Je pense à Galbraith, je pense à tout un tas d'économistes internationaux qui ont finalement quand même pas mal soutenu certaines des positions de Varoufakis et du gouvernement grec. Ça n'a pas suffi, en dépit des effets que ça a pu avoir en termes de communication et de mise en cause et de critique et de contestation de la politique des institutions européennes. Cet enjeu de la communication, il se pose quand même de façon assez différente dans le contexte électoral, préélectoral et dans le contexte des affaires. Il faut le souligner, même si je pense que l'un des enjeux, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de ne pas mentir, justement, de ne pas annoncer les choses qu'on ne pourra pas faire, dont on sait qu'on ne sera pas capable de les mener à bien. Donc je pense que le réalisme, pendant une période de campagne, est très très important, et donc ce type d'exercice, je pense, il est quand même utile. Alors, donc la crise implique des décisions rapides, pas seulement de la part du gouvernement, mais aussi de l'ensemble des institutions de la gouvernance de la zone. Et là, je voulais insister sur le fait que, du fait de leur impact plus global sur les marchés et l'ensemble du système monétaire et financier, les décisions du gouvernement, elles suscitent immédiatement, évidemment, des réactions des autres acteurs. C'est un jeu d'action et de réaction. Il ne faut pas penser les choses il n'y a pas d'action unilatérale possible dans une certaine mesure. On est tout de suite dans un système d'interaction. On est tout de suite dans un système dans lequel tous les acteurs sont mobilisés et agissent. Et donc il faut chercher à anticiper comment vont agir les autres institutions et les autres acteurs. Bon, très difficile, hein, évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile, mais on peut imaginer, bon, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est en charge de la stabilité de la monnaie, de la supervision du système bancaire, elle ne va pas cesser d'agir simplement dans l'attente de décisions, hein. Elle agit en permanence, et en particulier, elle ne va pas laisser la valeur de la monnaie s'effondrer, elle va donc relever les taux d'intérêt, vraisemblablement, elle va enclencher toute une série d'actions auxquelles il faut se préparer. Elle ne peut pas non plus laisser se développer un discours sur la restructuration de la dette sans se positionner, sans communiquer. Ça fait partie de ses attributions. Elle peut émettre des recommandations. Elle a toute une série de prérogatives prévues par les traités qui lui permettent d'agir, vite, sous différents modes et sur différents fronts. Et d'agir par la communication aussi, c'est très important. Tous ces acteurs communiquent immédiatement. Il en est de même, bien sûr, du côté de la Commission. C'est une évidence que la Commission laisse pas les choses se faire comme ça, elle agit immédiatement, elle est en charge de procédures aujourd'hui de surveillance extrêmement tatillonnes, donc le moindre petit dérapage, la moindre petite menace de sortie du cadre suscite sa réaction, c'est évident. Et d'où la nécessité, je vais vraiment insister sur ce point pour conclure peut-être sur cette première partie, où on est déjà d'une certaine manière un peu dans la négociation. Il me semble qu'il faut se demander ici jusqu'où le gouvernement peut aller dans l'hétérodoxie et dans les annonces, avant de passer au plan B, sans sacrifier les objectifs spécifiques du plan A. Je pense que c'est ça la vraie question. Parler de sortie des traités, c'est déjà évidemment aller très loin.
d'un certain point de vue. C'est une position dure, très dure. Qu'est-ce que ça va signifier dans la négociation? Prendre la décision de mettre la Banque de France au service des nouveaux objectifs. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas réquisitionner la Banque de France dans la phase du plan A. On n'en est pas tout à fait là, parce que réquisitionner la Banque de France, pour moi, veut dire sortir complètement des traités. Enfin, c'est évident que ça n'a d'une certaine manière pas de sens dans le cadre des traités. C'est désobéir dans une certaine mesure, mais avec quand même l'idée de négocier, au service d'objectifs pour la négociation. Il ne faut jamais perdre ça de vue. D'où la question du contenu de ces objectifs. Ce sont des décisions qui, évidemment, sortent du cadre des traités, bien sûr, puisqu'il s'agit de désobéir pour peser sur la négociation, mais elles vont donc être remises en cause juridiquement. Donc ça suppose évidemment de se préparer aussi sur le terrain du droit, bien évidemment. Et d'une certaine manière, ce que je voulais dire ici, peut-être c'est pas complètement clair, c'est qu'on ne peut pas penser ces décisions comme un préalable à la négociation, puisqu'au fond elles sont un élément, elles sont une composante de la négociation. Elles entrent dans la négociation. C'est des instruments de négociation, d'une certaine manière, c'est des menaces. Il faut les voir comme ça. J'en conclus pour ma part que le plan A implique une négociation donc institutionnelle et intergouvernementale immédiate. Elle ne peut pas être différée et elle a comme arrière-plan permanent le plan B et tout un tas d'autres menaces immédiates qui ne sont pas le plan B mais qui sont certains éléments. J'ai parlé de forme de prise de contrôle de la Banque de France qui ne serait pas la réquisition à proprement parler. Le terme d'ailleurs lui-même est un peu compliqué. Évidemment, la question par exemple du recours au référendum se pose aussi. Évidemment, il me paraît logique qu'il y ait un référendum à la suite de l'aboutissement de la négociation, mais faut-il qu'il y en ait avant? Dans quelle mesure ça favorise ou pas la négociation? C'est des questions quand même très difficiles sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir. Voilà, je voulais évoquer ce qui me paraissait une idée qu'on peut soumettre, c'est de s'appuyer sur l'expérience des propositions qu'on fait dans le contexte de négociation, Varoufakis et Galbraith, qui remontaient à 2011, c'est des propositions anciennes, les fameuses propositions, les modestes propositions sur lesquelles ils sont revenus à beaucoup de reprises, sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça serait trop long. Enfin, je veux juste rappeler qu'il y avait la création d'une véritable union bancaire, mais pas seulement un rôle de surveillance, mais aussi un rôle de soutien direct à l'échelle de la zone euro. Il y avait un mécanisme de conversion de la dette sur lequel je passe, mais il y avait aussi un programme d'investissement financé par la BEI. C'était des propositions qui avaient un intérêt, c'était qu'elles ne supposaient pas de changement constitutionnel pour être rapidement mises en œuvre. C'est comme ça que Yanis Varoufakis les développait, les argumentait, et c'était, je pense, assez habile de les présenter comme justement des choses modestes finalement qui supposaient un accord intergouvernemental préalablement à des changements plus à fond. On peut se demander, elles étaient modestes, mais elles n'ont évidemment pas été suivies des faits, elles n'ont pas réussi. Ne sont pas parvenus à les mettre sur l'agenda de l'Eurogroupe, on a bien vu, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais parmi lesquelles il y a évidemment la faiblesse de la Grèce dans le système, dans la zone euro, dans le système européen plus largement, faiblesse économique et politique, qui n'était pas compensée par la qualité des propositions et la qualité de l'argumentation. Donc on voit bien que la force des idées vraies, ça n'existe pas. Il ne suffit pas d'avoir une très bonne argumentation et des propositions modestes qui paraissent très convaincantes. C'était à mon avis le cas des propositions faites par Varoufakis. Elles ont évolué dans le temps, je n'entre pas du tout dans le détail, mais ça n'a pas suffi. Ceci dit, il y a quand même une leçon à retirer de tout ça, c'est que des propositions modestes, une stratégie qui vise à légitimer, à faire légitimer des propositions de changement par la communauté scientifique internationale. Varoufakis a une sorte de blanc-seing, de Stiglitz, un certain nombre d'acteurs importants de la science économique internationale. C'est une façon d'accumuler ce que j'appelle du capital, enfin ce qu'on appelle, sociologue, du capital symbolique. Et le capital symbolique, c'est important aussi dans une négociation. Peser symboliquement, c'est d'autant plus important que, je vous rappelle, il y a une campagne médiatique en parallèle qui ne cesse pas, qui est évidemment très intense, une campagne idéologique très dure, venant en particulier des forces médiatiques dominantes, avec des émissions de télévision apocalyptiques. S'il n'y a pas d'images de bank run, on peut les créer, les images, on le sait très bien aujourd'hui. Et puis elles circulent sur Internet, enfin, on sait aujourd'hui que voilà, tout est possible en termes de communication aujourd'hui. Des éditoriaux enflammés, bien sûr, avec des espèces de rhétorique de l'effondrement, et puis des campagnes de dénigrement systématique, qui ont évidemment commencé pendant la campagne électorale. Donc là, c'est quelque chose auquel
théoriquement, un gouvernement est prêt, parce que s'il arrive aux affaires, c'est qu'il a surmonté quand même un processus de sélection qui est quand même extrêmement difficile, qui est celui d'une campagne électorale. Donc on est en fait déjà dans la discussion sur le plan 1, avec une négociation de court terme préalable au fond à la négociation sur le cadre institutionnel. C'est ça que je voulais dire ici. Et j'en viens à un deuxième point qui est donc le cœur de la négociation qui doit être à mon avis serrée, mais surtout peut-être se concentrer, et c'est sans doute une des difficultés, sur les principaux verrous du système actuel, et peut-être, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, hiérarchiser les objectifs. Et ça c'est très difficile parce que ça suppose un consensus politique, et c'est évidemment un gros enjeu, mais je pense très important, pour être assez clair, parce qu'on ne peut pas simplement rester discrétionnaire, c'est pas possible. On ne peut pas dire on va négocier sur une base très floue. Enfin, à mon avis, c'est pas complètement acceptable d'un point de vue démocratique pour les citoyens. Alors, je sais bien qu'une campagne électorale, c'est pas seulement l'explicitation de tout ce qu'on va faire de manière extrêmement détaillée, mais je pense qu'il y a là quand même un enjeu très important. Alors, la négociation première, elle devrait avoir lieu, je pense, avec le gouvernement allemand, mais c'est dit quasi explicitement dans le programme, hein. Même si, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Commission, la BCE, mais aussi le Parlement, d'ailleurs, vont être partie prenante d'un système de négociation en fait, plus complexe et plus global. On sait aujourd'hui que ce sont les positions les plus intransigeantes au sein du gouvernement allemand, celle de Schäuble en particulier. Là, on a toute l'expérience de Varoufakis et de la Grèce, qui maintiennent de manière extrêmement dogmatique l'étau de l'austérité sans fin, avec des alliés qu'il faut identifier dans chaque institution. C'est compliqué. Au sein de la BCE, il y en a, c'est plutôt les Allemands, c'est plutôt la Bundesbank en l'occurrence, pas tous les Allemands. C'est assez complexe on n'a pas les minutes, on ne sait pas exactement qui dit quoi pendant les réunions de la BCE, donc, enfin du Conseil des gouverneurs. Certains acteurs assez dogmatiques, hein, le président social-démocrate de l'Eurogroupe, hein, Michel Blum, qui fait partie plutôt des dogmatiques, le directeur général du MES, Klaus Regling, plutôt partie des faucons, entre guillemets, budgétaires et monétaires. Puis il y a tout un ensemble d'acteurs plus opportunistes et ou conformistes. Ils sont tellement nombreux que d'ailleurs, je ne vais même pas en citer parce qu'il y en a trop. Alors qu'est-ce qui se passe en mai-juin 2017 sauf évidemment événement à faible probabilité, Angela Merkel et Wolfgang Schäuble sont toujours au pouvoir avec le SPD. Ils sont sous la pression de Alternative für Deutschland. Dans le contexte préélectoral, la partie va être extrêmement difficile parce qu'ils sont en campagne. Ils sont dans une situation vraiment complexe. Tout le monde est en campagne hein, dans le gouvernement. Le SPD, voilà, c'est une situation vraiment difficile et donc dans laquelle il faut vraiment identifier les positions, les alliés potentiels dans la négociation. Enfin, je pense que tout ça est vraiment très subtil. Et on peut imaginer par exemple un Schäuble qui, lui, pousse, comme on l'a vu, alors c'est vrai que c'est une anticipation peut-être très naïve sur la base de ce qui s'est passé avec la Grèce, mais malgré tout, on est amené à faire des choses comme ça, lui a poussé à une forme de plan B, puisque bon, c'est ce qu'il voulait d'une certaine manière pour la Grèce. Ça s'appelait pas comme ça, c'était simplement la pousser à la sortie. Voir un démantèlement de la zone euro, c'est pas exclu que sous la pression concurrentielle de l'AfD dans les sondages, dans le contexte électoral, sur des thématiques qui ne sont pas seulement celles de l'union monétaire, bien évidemment, qui sont avant tout la question des réfugiés, etc. Il y a un durcissement à droite d'une partie, alors la CSU c'est déjà beaucoup durci, mais y compris sur les questions monétaires. Je rappelle que l'AfD a été créée non pas sur la question des réfugiés, mais bien sur la question de l'euro et de la Banque Centrale Européenne. C'est un parti qui, au départ, est un parti de juristes et d'économistes qui protestent contre cette Banque Centrale Européenne hétérodoxe qui mène une politique qui n'est pas conforme au traité. Ils font d'ailleurs en recours, enfin, vous connaissez l'histoire. Alors, j'en viens donc au verrou de la négociation, enfin du système actuel, au fond, que la négociation devrait se donner, à mon sens, comme objectif de lever très vite et se concentrer sur ces éléments peut-être les plus importants. Et là, finalement, ça suit quand même assez bien l'ordre du programme actuel, d'une certaine manière, mais l'idée, c'est quand même de hiérarchiser, peut-être de faire ressortir ce qui est le plus important. Il me semble qu'il y a une priorité qui est évidemment de desserrer l'étau de l'austérité. Et donc, à mon sens, en finir avec la notion de déficit excessif, en finir avec le protocole sur les critères de convergence, avec les critères de convergence, avec les valeurs de référence, etc. Alors évidemment, dans une négociation, non, on veut garder des valeurs de référence. Peut-être que, voilà, un aspect de la négociation, ça va être de... je ne sais pas, des valeurs de référence pour les déficits budgétaires qui sont de 10-15%, voilà, évidemment ça va être difficile à négocier avec Wolfgang Schäuble. Mais on peut imaginer, voilà, on a tellement naturalisé
ces bornes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun fondement dans la théorie économique, que l'idée de négocier dessus, il faut y réfléchir, je pense. C'est un point, ne serait-ce que pour débloquer l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens sur ces questions. Mais évidemment, l'idéal, et l'objectif sans doute, doit être d'en finir avec ce cadre budgétaire. Simplement, on voit mal comment un gouvernement allemand, dans le contexte que je viens de dire, accepterait de les laisser tomber purement et simplement. Donc il va falloir évidemment le faire fléchir et se fixer des objectifs clairs et évidemment dire à partir de quel moment on considère qu'on a atteint des objectifs. C'est sans doute ça la vraie difficulté, en fait. C'est d'arriver à formaliser, expliciter le moment où on considère que des objectifs minimaux sont... Évidemment, c'est une espèce de vision hyper réaliste que je développe là, j'en suis complètement conscient, c'est très désenchanteur, mais en même temps, je pense que c'est ce qu'il faut à un moment aussi s'imposer comme exercice, y compris dans le contexte de campagne électorale où on va très vite s'enflammer. Il y a une formule, par exemple, que je trouve intéressante et évidemment que je partage, mettre au pas la finance, mais il ne suffit pas de dire mettre au pas la finance. Mettre au pas, c'est une métaphore, ça veut dire quoi concrètement? Quel dispositif on utilise pour mettre au pas la finance? Et c'est vrai que le discours politique utilise beaucoup ce type de métaphores et que les métaphores, une fois qu'on est aux affaires, dans l'action publique, elles sont peut-être parfois un peu moins opérantes. Donc l'enjeu, c'est vraiment de permettre à nouveau aux États de mener des politiques contracycliques, donc desserrer les taux, cela dans un contexte de besoins environnementaux, sociaux, qui sont colossaux à l'échelle de la zone euro et sur lesquels je pense beaucoup de citoyens sont conscients qu'il y a d'énormes besoins et sur lesquels il est donc très important d'aboutir à ce résultat, c'est-à-dire en finir avec l'austérité institutionnalisée. C'est une rupture radicale dans la construction européenne, si on parvient à ça, en particulier dans l'UEM, dans la construction économique et monétaire, puisqu'elle n'a cessé jusqu'à présent de renforcer le système de contrôle budgétaire pour compenser cette espèce de défaut constitutif, d'asymétrie constitutive de la zone euro. Et de toute évidence, ça ne marche pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. On voit bien catastrophique au niveau macroéconomique, catastrophique au niveau social. On voit bien les conséquences que cela entraîne. Voilà. Donc évidemment, le TSCG, on n'en parle plus. Je pense que ça, c'est un objectif de négociation. C'est évidemment de faire sauter toutes ces règles et ces dispositifs de sanctions et de contrôle qui se sont accentués. Quelle marge de manœuvre on se donne, parce que le rapport de force n'est quand même pas totalement favorable au gouvernement insoumis face au gouvernement allemand. Voilà, il faut, là encore, si on raisonne en termes de rapport de force, se faire une idée de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Je pense qu'un des objectifs liés est la possibilité de relance budgétaire à l'échelle européenne, et on voit bien que c'était là-dessus qu'une des trois propositions de Varoufakis et Galbraith s'était centrée, c'était celle qui le mettait le plus en avant, et qu'évidemment elle doit même, je pense, être mobilisée dans la mesure où elle aurait sans doute, et c'était peut-être une des raisons pour lesquelles j'insistais particulièrement sur ce secteur-là et cette dimension-là de l'action publique européenne en premier lieu, le consensus parmi les économistes, les experts internationaux, y compris américains, serait relativement fort là-dessus. Voilà. L'idée qu'aujourd'hui l'Europe a vraiment besoin d'une relance budgétaire, c'est quelque chose qui va parfois recueillir l'assentiment d'économistes qu'on classerait très orthodoxes, voire néolibéraux, mais qui voient bien que dans le contexte actuel, la politique menée est désastreuse. Et désastreuse, ne serait-ce que par toutes les conséquences qu'elle entraîne. Donc ça, c'était le premier verrou. Le deuxième verrou, c'est bien sûr la BCE. Je pense que c'est vraiment fondamental. Ce sont les deux plus gros, c'est pas les seuls, bien évidemment. Je veux surtout pas dire qu'il faut se contenter de ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais l'idée que je voulais faire passer ici, c'était qu'il fallait sans doute hiérarchiser, et que mettre d'abord l'accent sur la question de l'austérité me paraît fondamentale, et la question du contrôle budgétaire, disons, la question des budgets nationaux est vraiment fondamentale. Le deuxième point, c'est évidemment la BCE et le SEBC. Alors, évidemment, la BCE, vue d'une partie des politiques allemands à droite, elle est déjà sortie des traités, en fait. C'est la première désobéissante, en fait. C'est elle qui a vraiment la première mis en œuvre une forme de plan B, enfin de plan A en tout cas, plan A de désobéissance, si vous voulez. Ça, c'est quand même intéressant de voir que c'est comme ça que les choses sont vues par un certain nombre d'acteurs de la Bundesbank, d'acteurs du champ politique allemand, Alternative für Deutschland, etc.
considère que cette BCE est sortie vraiment des clous, hein. Elle est sortie du cadre des traités. Très important. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'un nouveau durcissement doctrinal et pratique, on l'a vu avec le cas grec, hein, avec l'émission de la Troïka plus largement, où la BCE n'a pas été particulièrement plus humaniste que les deux autres acteurs. Elle est capable évidemment limiter l'accès des banques au financement, elle est capable de mettre en place une hausse rapide des taux directeurs pour contrer une situation qu'elle juge de laxisme budgétaire qui contredit sa doctrine. Elle a aussi une doctrine qui est aussi pour une part figée dans les traités. Donc, c'est très, très, très complexe. Il faut donc changer le cadre constitutionnel de la Banque centrale, en redéfinir les objectifs. Donc effectivement, les objectifs ici de la négociation sont très très ambitieux, mais là, comme précédemment, je pense qu'il faut se tenir à des objectifs suffisamment ambitieux, sans quoi, évidemment, le résultat va être très décevant. Supprimer bien sûr l'interdiction qui lui est faite de prêter directement aux États, même si elle a quand même trouvé dans le contexte de la crise les moyens, d'une certaine manière, de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, de planche à billets, comme on dit, en finalement adoptant un quantitative easing qui ressemble grosso modo à la politique de la Fed et des autres banques centrales, hein, au final. Alors, tout en mettant, et là encore, l'idée c'est de viser au soutien des experts internationaux qui se sont beaucoup prononcés là-dessus, d'économistes assez modérés, pas tous critiques et radicaux. C'est l'importance de la transparence, de l'accountability, de la démocratie, la démocratisation de la Banque centrale est un thème potentiellement c'est un levier dans cette négociation et c'est un objectif sur lequel il faut, je pense, être assez précis, y compris peut-être avec des choses qui ne sont pas évidemment sans doute trop précises et trop détaillées pour entrer dans des programmes, mais pas évoquer, c'est la composition des instances de gouvernance qui sont à la fois très masculines, composées essentiellement d'économistes, enfin, pour toute une série, selon toute une série de critères, elles sont pas du tout, d'une certaine manière, représentatives démocratiquement, et c'est un problème parce qu'elles ont en charge la gestion d'un bien commun qui est la monnaie. Voilà. Là encore, donc, j'insiste sur la recherche de soutien et d'appui interne et externe. C'est compliqué parce que quels appuis trouver à la Banque centrale européenne, ça va être compliqué, mais sur certains domaines, je pense qu'il est important, voilà, d'avoir des points d'appui. Alors, je parle surtout du Conseil des gouverneurs, au niveau de l'exécutif, évidemment, dans les services, au département de la recherche, etc. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus, disons, diversifié. La Banque centrale européenne, par exemple, il y a un syndicat de la Banque centrale européenne, IPSO, qui est assez important, dans lequel il y a des économistes qui, aujourd'hui, n'ont pas peur de mettre en cause, ou en tout cas de discuter, disons, de la politique de la banque, ce qui n'était pas le cas au début, où on s'en tenait à des considérations corporatistes. Donc, c'est important quand même d'utiliser ces points d'appui. Et là encore, peut-être éviter de donner le sentiment de vouloir tout de suite, très vite, une rupture institutionnelle très brutale par une rhétorique très, très dure, très volontaire, qui est évidemment qu'il faut avoir, parce que dans un contexte en particulier de construction d'un mouvement et de mobilisation des citoyens, il faut être volontariste, bien évidemment, mais disons que commencer une négociation en disant qu'on casse tout ou qu'on remet en cause de A à Z l'ensemble du cadre institutionnel existant paraît délicat. C'est-à-dire il faut sans doute mesurer et peser ce qui est susceptible de trouver un minimum d'accord avec certains des partenaires de la négociation, du côté du gouvernement allemand et du côté des institutions, commission et... sur à peu près tous les sujets, il y a des acteurs qui sont susceptibles de soutenir. Donc la question, c'est de les trouver et c'est de leur donner le moyen de s'exprimer. La catastrophe serait d'avoir très vite un bank run, et c'est un peu le risque auquel ont été confrontés les Grecs, c'est-à-dire une négociation qui est en fait pliée parce que la situation est tellement peu contrôlable et tellement contrainte, en fait, qu'on n'a plus de marge du tout. Bon, c'était pour moi que les deux premiers grands points de la négociation. Donc, chaque élément de négociation suscite beaucoup de questions. C'était aussi une façon de montrer que, voilà, je pense que chaque point doit donner lieu à des réflexions spécifiques. Et puis l'architecture d'ensemble, ou la hiérarchie d'ensemble des objectifs, et leur articulation, parce qu'ils n'ont pas tous, sans doute, la même importance stratégique
dans une négociation, voilà, il y a des éléments qu'on veut faire passer avant, d'autres qu'on, voilà, et on est obligé de les hiérarchiser un minimum avant la négociation, et donc dans le contexte actuel d'élaboration d'un programme. Mais il y a évidemment bien d'autres éléments très importants dans le programme, la fin de la politique de libéralisation des services publics, évidemment fondamentale, et elle n'est pas négociable d'une certaine manière, il y a des aspects qui ne sont pas négociables dans la négociation. Sur la fin des politiques de libre-échange, là aussi, je pense qu'il y a un aspect d'objectif important, et là encore, se pose la question de où on détermine qu'on a atteint des objectifs ou pas, quoi. Voilà, donc j'insiste au fond surtout sur la nécessité de hiérarchiser les objectifs, de définir un socle minimal de ce sur quoi on ne pourra pas céder de toute façon. Alors qu'est-ce qui se passe si la négociation échoue voilà, on va très vite vers le plan B, donc là je vais y venir. Ou si on obtient un accord qui est désastreux, ou en tout cas qui est très en retrait par rapport à ce qui est une des probabilités les plus élevées, enfin un des événements à la probabilité la plus élevée. Alors la question, c'est quand on considère qu'on a échoué, voilà, et quand on considère que voilà, c'est pas une question, c'est une question politique essentielle. C'est pas une question légère, sauf évidemment si on prend pas le plan A au sérieux. Mais je pense qu'il faut prendre le plan A au sérieux. Il faut vraiment vouloir la réussite de ce plan A. Pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir à propos du plan B. Voilà. Et c'est toute la question de l'articulation entre les deux. Je ne dis pas que le plan A est beaucoup plus facile que le plan B et qu'il résout beaucoup de problèmes, mais dans l'articulation, dans la bascule, je pense qu'il est très important qu'il y ait d'abord le plan A, quoi. Voilà. Et je vais essayer de me justifier sur ce point. Donc, une question fondamentale pour la stratégie, c'est bien celle de la bascule plan A, plan B. C'est à quel moment on considère qu'il n'y a pas d'autre solution que le plan B. J'ai trouvé que la stratégie plan A, plan B, aujourd'hui, elle était un peu reprise depuis notamment un texte de septembre 2016 par Varoufakis, qui parle de désobéissance interne à la zone euro et à l'Union européenne, comme stratégie différente de l'exit et différente de l'intégration plus poussée. Simplement, lui, il considère que c'est au fond, ce sont les institutions qui vont finalement décider du plan B quand elles verront les yeux dans les yeux, il dit ça comme ça, les yeux dans les yeux que le négociateur est prêt à aller jusqu'au plan B. Voilà, c'est une différence de sensibilité, c'est-à-dire on n'annonce pas trop, mais on laisse entendre qu'on est prêt à y aller. Il ne parle pas de plan B, bien sûr, il n'utilise pas cette expression. Mais ça m'a paru intéressant comme petite nuance stratégique, parce que bon, voilà, il faut, je pense, réfléchir à un point qui est le risque de trop mettre l'accent sur les modalités concrètes du plan B, qui pourrait affaiblir au fond le plan A. C'est une façon d'affaiblir le discours sur le plan A, de dire voilà. C'est pas, je ne dis pas que c'est le cas d'ailleurs dans le programme actuel, mais il y a un risque en tout cas d'aller vers ça. Il peut y avoir une tension. Et inversement, il y aurait un risque à ce que le plan B ne soit purement incantatoire ou rhétorique, ou une idée générale, ou une promesse, parce qu'on ne peut pas trop s'en satisfaire, et je pense que ça suppose beaucoup de confiance de la part des citoyens, etc. Et je pense qu'il ne faut pas simplement en faire voilà, un élément dans le discours, mais vraiment une stratégie pensée, raisonnable. Il faut assumer clairement qu'à un certain moment, on s'engage dans le plan B. Bon, je pense que je prêche ici des convaincus. Hein. Ceci dit, voilà, ce qui est peut-être efficace électoralement ne l'est pas forcément en termes de politique publique réelle, et les deux doivent toujours, à mon sens, être tenus ensemble. Bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, la probabilité d'un éclatement de la zone euro est devenue plus élevée. Enfin, objectivement, elle est devenue très élevée. Enfin, là, il y a toute une série d'indices qui vont dans ce sens. Bon. Premier élément, si l'idée d'un plan B est de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, et c'est effectivement le cas, en sortant là pour le coup définitivement des traités européens, en allant vers autre chose, ça ne fait pas disparaître non plus par magie toutes les interdépendances structurelles dans lesquelles sont placés les États. C'est une partie des choses que j'ai racontées, notamment le premier point sur la crise financière immédiate, très largement la situation est analogue hein, en cas de plan B. Et même dans une certaine mesure, elle est pire. Puisqu'il y a toute une série de dispositifs qui étaient là, qui s'effondrent, il faut donc en créer très vite de nouveaux. De même, je pense que le plan B seul, il pose un certain problème, c'est qu'il pose le problème de l'idée d'Europe, qui est quand même encore là, pour beaucoup de citoyens, y compris de gauche, comme un élément de construction de solidarité internationale, dépassant
les limites des frontières nationales, etc. Et cet élément-là, il est constitutif d'une forme d'internationalisme de la gauche, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. On le voit dans un certain nombre de réticences, dès qu'on parle justement de sortie de l'euro, etc. On voit aussi que, avec l'exemple britannique, qui n'est pas l'exemple de la sortie de la zone euro, mais de la sortie de l'Union européenne, la question de la temporalité est complexe. C'est-à-dire, on se trouve devant un processus qui va être en fait très long, très très long. Un processus national qui sera beaucoup plus long qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est-à-dire, dire plan B, c'est pas dire on va faire quelque chose très vite et ça va résoudre les problèmes. C'est entrer dans un processus institutionnel qui est de toute façon nécessairement très long. Et sans doute encore plus complexe que la négociation du plan A. Voilà. Ce qui est une des raisons pour lesquelles le plan A appuie le plan B. Le plan A, par ailleurs, l'exemple britannique montre une chose, c'est que la sortie de l'Union, qui prend du temps, comme je viens de le dire, n'est pas non plus une condition suffisante pour sortir du cadre néolibéral dans le contexte de globalisation financière. Il faut quand même le rappeler. Je pense que c'est un élément à mettre au débat. Alors, le plan A fait l'hypothèse que ce n'est pas non plus une condition nécessaire, mais bon, c'est un point qui est évidemment très discuté. Je pense que c'est là-dessus que porte une grande partie des discussions aujourd'hui. Alors, peut-être pour finir, puisqu'il me reste 3 minutes, je vais insister sur 3 points qui me semblent assez fondamentaux concernant le plan B. C'est d'abord que, à mon sens, il ne peut réussir comme stratégie de sortie du néolibéralisme austéritaire qu'avec un très fort soutien populaire et une base politique très claire. C'est-à-dire pas d'alliance, même implicite, avec le Front National ou la droite souverainiste, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'économistes comme Jacques Sapir, qui d'ailleurs vient de donner une interview au journal Présent. Voilà, il en a fait une en septembre, il vient d'en redonner une le 21 décembre. Donc voilà, il assume maintenant une position qui est une alliance, clairement, de souverainistes jusqu'au Front National et jusqu'à l'extrême droite. Ça me paraît impensable. C'est un point qui est d'ordre politique et non économique, mais qui exprime une des difficultés fondamentales du plan B, qui est au fond peut-être plus difficile à mettre en place dans de bonnes conditions au fur et à mesure qu'il devient plus crédible, sinon plus probable. L'espace politique est pour l'instant très limité pour une stratégie de sortie à gauche, donc ça va être très compliqué. Mais si on fait l'hypothèse d'une victoire de la France insoumise, on est dans un contexte très différent. Donc, on a surmonté ça. Voilà, on a surmonté ça, ça veut dire nécessairement un Front National très bas et nécessairement de ne pas être obligé de s'appuyer pour le plan B sur... on a vu dans le contexte grec que c'était compliqué. Je rappelle que voilà, Syriza a fait alliance avec une force très à droite. Voilà, ça limite les possibilités de stratégie centrée sur la seule sortie de l'euro en tout cas, et de faire du plan B un plan A. Clairement. Ça, à mon avis, c'est rédhibitoire pour l'instant. C'est clairement rédhibitoire. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, le plan B suppose une stratégie internationale. Sommet international, plan B, je pense que le terme a été bien choisi. Il faut une stratégie internationale et internationaliste, de rediscuter, de remettre sur le chantier un projet européen et international. Peut-être qu'il ne faut pas seulement dire européen, parce que tout de suite, du côté de l'européisme complètement béat, aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus discrédité du fait des politiques d'austérité et des politiques néolibérales. Mais l'Europe, c'est pas que ça. Voilà, quand on lit, je sais pas, Victor Hugo et un certain nombre d'autres auteurs, l'idéal européen ne se réduit pas à ça. Et donc, on ne peut pas le faire disparaître non plus. Et donc, quelle Europe démocratique, sociale, écologique, renouant avec des idéaux humanistes, on met en place dans le cadre du plan B? Je pense que c'est très important d'avoir un discours là-dessus, avec évidemment l'idée que cette Europe-là, elle est liée à des solidarités internationales plus globales, avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Et puis là encore, question très concrète sur quels alliés, quels États, quelles forces politiques on peut penser cette reconstruction européenne et internationale. Comment ne pas favoriser une pure et simple dynamique de repli nationaliste généralisé et avec un effondrement de toute forme de structuration à l'échelle internationale. D'ailleurs, même quand on lit de près les textes de Jacques Sapir, on voit qu'il évoque lui-même la nécessité de mettre en place de nouvelles formes de coopération européenne, y compris dans le domaine monétaire, une fois actée la sortie de la zone euro. Donc, dans tous les cas, c'est une question qui se pose, je dirais. Et ne serait-ce que du fait de l'effondrement monétaire, de la situation de crise liée à la spéculation acharnée sur les devises. Ça reste un argument valide, me semble-t-il. Troisième et dernier point, comme dans le cas du plan A, peut-être ce qui manque un peu aux propositions actuelles, c'est peut-être une description plus complète de ce qu'est l'horizon en fait de ce plan B, les institutions que l'on veut,
parce que ce qui est vrai à l'échelle européenne l'est à l'échelle nationale aussi. Je veux dire par là, quelle banque centrale on veut? C'est quoi une banque centrale dans un contexte éco-socialiste, dans un contexte de changement social et écologique radical? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on dit simplement elle redevient dépendante du ministère des Finances? Mais qui gère le ministère des Finances? C'est les inspecteurs des finances, selon les modalités. Bon, ils ont fait la même chose que ce qu'a fait ensuite la Banque de France indépendante quand ils étaient aux affaires dans un contexte qui allait vers l'UEM. Donc, et d'une certaine manière, le front austéritaire, il ne se limite pas à la Banque centrale. Il est très présent au ministère des Finances, bien évidemment, aux directions du Trésor. Vous n'avez pas qu'en France. C'est un arc de force très, très complexe. Donc, il faut, je pense, avoir un discours aussi sur quel modèle d'institution et de société nouvelle on propose dans le contexte du plan B, qui résisterait à un contexte global qui est quand même très difficile, non seulement du fait de la globalisation financière, j'ai surtout insisté là-dessus, mais il y a évidemment d'autres contraintes, comme les contraintes plus directes, les plus fortes, que sont bien sûr le développement de la misère sociale, etc., et puis la crise environnementale, auquel il faut aussi faire face, trouver des institutions qui soient capables d'y faire face. Et on ne peut pas simplement dire il faut mettre en place des politiques budgétaires de relance. Enfin, je pense qu'il faut être plus précis sur comment on le fait et les objectifs. Ceci dit, bon, il y a beaucoup de choses très précises dans le programme, je ne veux pas laisser entendre que tout est très flou, hein. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Voilà, donc sur ces différentes questions, comme d'ailleurs sur les premières, mon temps est écoulé, vous avez compris que je n'ai pas de réponse particulière à proposer en fait, hein, c'était plutôt des réflexions, des suggestions qui peuvent ensuite être soumises à la discussion, au débat démocratique. Enfin, je pense qu'on va débattre tout de suite, et c'est en fait comme ça que je conçois le rôle des chercheurs, et je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup Frédéric. Je crois que nous avons du grain à moudre. Et donc maintenant vous avez la parole pour une série de questions-réponses. On va en prendre plusieurs si vous voulez bien. Et puis on fera des petits bouquets de questions et bouquets de réponses. Bonjour et merci pour cet exposé. Moi je me posais la question des sanctions officielles ou officieuses qui pourraient être appliquées à la France pendant les négociations, et voilà, ce qui pourrait avoir et quels impacts concrets sur la population française, sur le domaine du travail, sur je sais pas, la monnaie, voilà. Les sanctions qui pourraient exister. Bonsoir, merci pour cet exposé. Moi, je me posais la question. Bon, le plan A, il est très clair. Je sais que on dit souvent que la France a quand même un gros poids dans l'Union européenne, 18%. Après, moi, je me dis dans ma tête, je pense que le plan A va quand même échouer, même si c'est un plan qui est bien pensé. Réalistiquement, si on veut effectuer des changements dans l'Union européenne, il faut l'accord des 27 autres États membres dans l'Union européenne. Et c'est dans cette campagne, on fait face à des adversaires, je ne citerai pas leur nom, mais ils collent leurs affiches sur nos affiches, et ils ont leur symbole, leur idée, et ils nous disent voilà, il faut sortir par l'article 50. Enfin, je pense que vous connaissez ces adversaires. Moi, j'aimerais bien opposer des arguments plus forts face à eux. Est-ce que oui, enfin, comment on fait pour sortir avec le plan B de l'Union européenne? L'idée, c'est ce que je comprends bien, le plan B, c'est sortir de l'Union européenne. C'est l'Europe, on la change ou on la quitte, comme dit Monsieur Mélenchon. Est-ce qu'on passe par l'article 50? Est-ce qu'on accepte les modalités de l'article 50? Est-ce qu'on désobéit à la façon dont on va sortir de l'Union, enfin la façon dont on va sortir par l'article 50? Enfin voilà. Bonsoir. Merci donc pour cet exposé qui est très, très éclairant. Une petite question sur le plan A. Est-ce que ce serait pas plutôt l'occasion pour l'Allemagne de sortir de l'Union européenne? Un plan A fort n'incitera-t-elle pas l'Allemagne à sortir de l'Union européenne?
Bonjour à tous et merci pour cette intervention très intéressante et très éclairée. Je me demandais, est-ce que un plan B impliquerait peu forcément un défaut sur la dette et pour qu'on puisse rester aussi, parce que si dans notre plan A, un des arguments qu'on peut mettre en opposition à nos partenaires, notamment aux Allemands, ce serait un défaut, est-ce qu'il sera applicable et il serait obligé d'être appliqué pour un plan B? Une sortie donc des accords européens. Alors, moi, je suis un peu comme vous. Je pense que le plan A va être compliqué et qu'on va se diriger assez vite vers le plan B. Mais ce qui me pose problème, en fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Français sont européens dans l'âme. Donc il va falloir trouver la bonne solution pour pouvoir sortir de cette Europe qui n'est pas celle que tout le monde attend, pour créer l'Europe que chacun souhaite. Alors, est-ce qu'à l'image de l'Islande, qui a quand même fait un coup d'éclat, parce qu'il y a un problème aussi contigu, c'est la dette. La dette, c'est un truc monstrueux, je veux dire, bon, on va pas partir dans une diatribe économique, mais bon. Donc, est-ce qu'en prenant une position telle que l'Islande a été capable de la prendre en disant on refuse cette dette et on démarre autrement, et on parle de ça avec l'Europe, c'est envisageable aussi de notre côté avec un référendum, etc. Alors, merci d'avoir posé ces questions difficiles que j'avais soigneusement, auxquelles j'avais soigneusement évité de répondre. Donc, ça va être un peu difficile pour moi parce que parfois j'ai pas de réponse tout simplement. Alors sur la question des sanctions, c'est une question qui est très juridique pour moi. J'ai un peu regardé les traités. Bon voilà, les acteurs, il y a toute une série de choses qui sont prévues bien sûr dans les traités. Bon, il faut déjà les regarder de près. Mise en demeure par exemple par la Commission. La Banque centrale a des moyens de rétorsion immédiats. On l'a bien vu avec le contexte, avec le cas grec, hein, des moyens de rétorsion très techniques, très directs. Et donc, il y a un aspect presque pratique, presque physique, quoi, dans la contrainte et dans le rapport de force. Après, tout dépend de ce qui est mis en cause. Voilà, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière trop globale, sans dire des bêtises. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas institutionnaliste, enfin, spécialiste de droit constitutionnel, donc droit communautaire en l'occurrence, c'est compliqué. C'est compliqué. Les sanctions, elles sont de nature diverse et proportionnées. Et puis après, l'application des textes, qui est évidemment toujours pour une part flexible. On le sait très bien. Hein, la sociologie du droit nous l'enseigne. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'éviter au maximum les sanctions, en tout cas. Voilà, mais il y a des outils qui permettent sans doute de bloquer certains processus, voilà, auxquels il faut se préparer à faire face. Alors, sur la question de comment combattre des adversaires qui ont un discours plus simple, au fond, qui est de sortie immédiate de l'euro, c'est toujours par l'argumentation rationnelle, je pense, qu'il faut combattre. C'est pas facile. Ce discours est très rhétorique, hein, c'est sorti de l'euro, mais sans préciser justement ce que ça peut signifier, sans analyser véritablement les conséquences. Hein, c'est ce qui caractérise des formes de discours dits populistes, d'ailleurs. C'est précisément de jamais... et je ne reprends pas à mon compte cette catégorie de populisme, hein, mais c'est vrai qu'il y a une tendance de certains discours politiques aujourd'hui à se contenter au fond, formule magique, quoi. Formule magique pour sortir d'une situation qui demande plutôt l'examen rationnel et très réaliste des faits, quoi, auquel j'essaie de... Voilà. Et je pense que les citoyens attendent ça, mais que c'est très difficile, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une vraie attente de plus de raisonnement argumenté, donc d'une certaine manière plus de technicité aussi, mais évidemment toute la difficulté c'est quand même de la transmission, c'est diffuser le message, et je pense que on est vraiment confronté à ça, question que nous connaissons bien, les chercheurs de manière générale, les chercheurs en sciences sociales en particulier, mais qui se pose je pense en politique aussi, arriver à diffuser largement par différents canaux, par des canaux nouveaux, c'est une des meilleures façons à mon sens
de combattre de manière argumentative des solutions présentées comme faciles. Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété votre question. La question sur l'Allemagne, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que on peut imaginer que certains acteurs qui sont au fond, en tout cas très défavorables à la construction européenne, pas à la construction européenne, à l'Union économique et monétaire depuis le début, notamment à la Bundesbank, profitent de cette occasion pour se lancer au fond dans une stratégie éventuellement de démantèlement de la zone euro. Et c'est pas du tout aujourd'hui exclu. Enfin, on peut imaginer que ça devienne, la probabilité est plus forte en tout cas aujourd'hui qu'elle n'était avant la crise, de toute évidence. Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on peut aussi imaginer qu'une des meilleures solutions serait un démantèlement coordonné, raisonnable de la zone euro, mais à condition, là encore, que ça ne se fasse pas au profit des forces du repli nationaliste et de la guerre de tous contre tous, quoi. Voilà, et c'est quand même très, très compliqué. Sur la question du défaut, ça paraît vraiment difficile d'éviter de toute façon une restructuration de la dette dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent beaucoup et où effectivement elle devient non soutenable, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui guette, c'est le fait de se retrouver avec une dette publique non soutenable. Donc on est obligé dans ce cas-là au moins de la restructurer et sinon de faire défaut, effectivement. Et restructurer, ça veut dire le FMI. Enfin, on peut imaginer aussi, dans un contexte là de sortie du cadre européen, on se retrouve comme un pays soumis à ce type de crise. Et donc, l'Angleterre a connu ça dans les années 70. Donc, même des gros pays, on le voit bien aujourd'hui, tout est possible. Donc, là c'est pareil, c'est très difficile d'anticiper. Mais je pense qu'il faut, enfin, peut-être le message, si j'en ai un, c'est de dire anticipons le pire, quoi. Voilà, anticipons systématiquement le scénario le plus catastrophique, quoi. Parce que beaucoup d'événements récents nous montrent que les scénarios les plus catastrophiques ou les plus désastreux se révèlent finalement les plus effectifs, quoi. Alors même qu'on leur mettait pas forcément une probabilité initiale très, très élevée. Et je pense que peut-être la période exige ça, c'est-à-dire. Alors c'est vrai que c'est là aussi dans un contexte électoral c'est difficile de dire. De toute façon, ça va être compliqué. Voilà. Comme message à entendre par les citoyens, ça me paraît pas facile. Mais voilà, moi j'aurais tendance à en rester là dans mon rôle, quoi. Après, évidemment, le rôle des politiques, c'est d'entraîner, c'est aussi de mobiliser, c'est de trouver de l'énergie, c'est de trouver des forces pour surmonter tout ça. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ce scénario grec finalement désastreux, quand même, il faut bien le dire, ça a été quand même la force à un moment qu'ont eu des propositions alternatives, qu'ont eu les acteurs centraux de cette alternative, même si ils se sont fracassés sur un mur, on l'a bien vu, mais ils ont quand même, d'une certaine manière, fait bouger, je ne vais pas dire fait bouger les lignes, je n'aime pas trop cette expression, mais fait bouger des choses, quoi, clairement, et montrer que, en tout cas, ils ont participé, de mon point de vue, à l'ébranlement encore plus fort de cette croyance néolibérale qui était totalement hégémonique. Il est quand même beaucoup moins, on est vraiment dans une période de délitement, où on sent que beaucoup d'acteurs n'y croient plus vraiment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des opportunistes et des conformistes, qui sont très importants dans la période actuelle. Dans les périodes de crise, je pense qu'il y a ce type d'acteurs, et les opportunistes sont très, très, très importants, des gens qui ne savent pas trop où aller, une période de crise, on ne sait pas trop comment se repérer. Et il faut tenir compte et jouer avec ces acteurs-là aussi. Enfin, jouer au sens où être stratégique, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai pas vraiment répondu, mais j'ai dit que je savais pas trop comment répondre aux questions, en fait. Donc, une question qui a été abordée, mais je ne sais pas si elle a vraiment été creusée. J'ai entendu dire que, en fait, si on voulait sortir de l'euro sans trop de difficultés, il faudrait s'y préparer dans un premier temps en réinstaurant le franc comme une monnaie locale. Et que effectivement, ça permettrait déjà d'aborder le problème un peu différemment. Bon, voilà. Donc, comme je suis pas économiste, mais géographe, j'ai besoin d'explications par rapport à ça. Et puis, j'avais une autre question, mais elle est partie, elle reviendra.
Merci beaucoup. J'ai moins une question qu'un ensemble de réflexions. Je vais être très synthétique, mais que j'aimerais bien partager et du coup avoir vos réactions à ce propos. Avec un point liminaire qui est que la question du temps que vous avez mentionné au début en disant qu'on est contraint dans le temps, je pense que c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi une ressource qu'il faut qu'on mesure dans la mesure où le fait d'avoir du temps, enfin le fait de ne pas avoir de temps, c'est aussi le fait de déposséder les juristes et les instances juridiques du temps de juger. C'est-à-dire que vu que tout va aller très vite, le temps de juger quelque chose, de faire des recours, de renvoyer une plainte, etc., ça nous fait gagner un temps fou, et je pense que c'est aussi une capacité qu'on a à mettre devant le fait accompli des juges. Et il me semble que du coup, ce plan A, en écoutant bien l'intervention, je pense qu'on peut l'ausculter en 4 parties. Il me semble qu'il y a un point qui est assez fondamental, qui est sous-jacent, qui est la question de la constituante, parce que du coup, cette constituante, c'est une menace, puisqu'elle va remettre en cause éventuellement la place du droit européen dans l'ordre juridique national. Donc on pose une menace quand même sur les partenaires, entre guillemets, européens avec cette constituante. Le deuxième point, du coup, bon, là qu'on a vu, c'est deuxième point de ce plan A, pardon, c'est appliquer les pans du programme qu'on a décidé d'appliquer malgré un droit européen contraire. Bon, ça on voit bien. Le point C, c'est préparer la capacité à mener une transition économique en cas de rupture ou en cas d'exclusion. C'est-à-dire assurer une continuité du crédit et des budgets publics si jamais on est amené à arriver au plan B, que ce soit une démarche volontaire ou que ce soit une démarche subie. Et pour ça, il me semble qu'il y a un ensemble d'outils, dont on peut s'inspirer avec le cas grec, c'est une commission sur la vérité sur la dette, transparence des données sur qui détient des bons du trésor en France, faire un rapport ministériel pour préparer la mise en place d'un circuit du trésor en dehors des marchés financiers. Bon, il y a plein d'outils comme ça qu'on a. Et enfin, le quatrième point, à mon avis, de ce plan A, c'est proposer donc une hypothèse collective de sortie de crise, donc proposer une architecture différente aux partenaires européens et notamment la proposer à un niveau juridique, que ce soit pas celui de l'Union européenne, pour que des pays puissent éventuellement dire oui, que ce soit pas tous les pays de l'Union européenne, mais que des partenaires puissent dire on est intéressé pour travailler avec vous, et que du coup on ait une zone juridique qui se crée, et que du coup cette zone juridique soit en contradiction avec l'Union européenne. Ce qu'ont fait des pays d'Amérique latine quand ils ont créé l'alternative bolivarienne, et que du coup c'est rentré en conflit avec le Mercosur, et qu'en fait ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient entre la zone de marché et la zone de progrès humain lors des conflits juridiques sur des points précis. Donc voilà, je voulais partager et avoir votre opinion sur cette reformulation. Merci beaucoup. Finalement, ça complète ce que propose Adrien. L'idée de créer une union finalement autour de l'Europe et même les pays méditerranéens, de proposer une union qui finalement ne donnerait pas l'impression qu'à la sortie de l'euro en tout cas, on se retrouverait tout seul en France parmi les francs, et puis qu'on se barricaderait comme proposent certains autres candidats. Je pense que c'est un point qui serait important de noter, peut-être de compléter, d'enrichir, en tout cas dans le discours de la France Insoumise. Voilà. Bien. Alors moi en fait je vais juste une toute petite remarque qui concernait une incise que vous avez faite concernant la constituante, avec cette idée, enfin c'est moi qui ai vu un rapprochement avec cette idée qu'il ne faut pas être trop précis s'agissant du plan B, si j'ai bien compris, au sens où il ne faudrait pas être trop précis, mais pas mettre trop l'accent sur le plan B, au risque de discréditer en fait l'hypothèse du plan A. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ça me fait penser exactement aussi à la stratégie qu'on a en matière de constituante et de 6e République, où on explique que ce qui est important, c'est surtout de montrer le passage, en fait le passage par lequel on va ensuite accéder à une deuxième étape. Et donc il est plus important de savoir exactement ce qu'on va faire en matière de constituante avant de pouvoir dire exactement ce qu'on va faire en matière de 6e République. Mais en tout cas, voilà, je voyais une analogie intéressante voilà, à ce propos. Oui, moi aussi, c'était plutôt, plus des remarques que des questions au départ. Surtout quand on parle du plan B,
puisque j'ai entendu dire que ça pouvait paraître incompatible avec l'idée d'Europe. Bah, pas forcément, justement, il suffit de dire qu'on souhaite mettre quelque chose d'autre en place, pas l'Union européenne telle qu'on la connaît actuellement, mais autre chose, que ce soit par une négociation interne ou en cassant tout et en reconstruisant sur les restes, quoi. Voilà, je pense que c'est faisable, mais j'apprécierais votre opinion là-dessus. Vous disiez aussi que ce serait forcément lent, un plan B. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait parfaitement commencer des négociations en parallèle, à savoir négocier dans le cadre de l'Union européenne avec les institutions, etc., d'un côté, et à côté, réfléchir à qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place si ça rate, éventuellement discuter directement de gré à gré avec les pays qui pourraient être intéressés, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne actuelle ou avec les pays autour du pourtour méditerranéen ou même en Amérique latine, ou enfin les pays des BRICS même, enfin je veux dire c'est pas incohérent. Bon, après, vous disiez aussi une restructuration de la dette impliquerait le FMI. Bah, là encore, pas forcément. Le FMI, c'est une source de financement international, mais il y en a d'autres. Je pense, là encore, aux BRICS, par exemple, qui seraient probablement ravis de couper l'herbe sous le pied du FMI à quelques nouvelles occasions, etc. Enfin, on n'est pas obligé de rester dans le schéma classique d'alliance ultralibérale, etc. Voilà. J'essaie de retrouver l'ordre des questions. Alors sur la question du franc comme monnaie locale, j'avoue que j'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Et spontanément, alors je pense qu'il se passe beaucoup de choses très intéressantes au niveau des monnaies locales, au niveau du Bitcoin, etc., sur lesquelles il faut réfléchir, qui sans doute remettent en cause l'ordre monétaire et sont porteurs de changements, y compris de changements positifs. Mais je vois assez mal quelle stratégie pourrait se dessiner à partir de ça. Voilà, j'avoue que là, pour l'instant, comme ça, à froid, si j'ose dire, je ne vois pas bien. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, alors oui, je crois que c'est très... Sur la question dans le contexte du plan B, ne pas apparaître comme étant dans une logique de fuite, de sortie de tout projet européen. Je pense que là, je retiens ce point comme un point très important, avec l'idée d'éventuellement construire un ordre européen spécifique avec de nouvelles entités, un nouvel ordre juridique. Ça me paraît vraiment une idée intéressante. C'est ce type d'idée qui peut justement permettre de débloquer les polarisations habituelles, eurofédéralistes versus nationalistes, souverainistes, quoi. Et je pense qu'on est vraiment confronté à ça de manière, c'est un étau dans lequel on est pris et beaucoup de mal à en sortir. Et je crois que c'est vraiment très important de développer ce type de propositions et de réflexions, même si après c'est là encore difficile d'en évaluer très vite la faisabilité ou le caractère réaliste. Alors sur la stratégie de ne pas trop insister sur le plan B, là je rejoins complètement ce que vous disiez, Charlotte, c'est tout à fait ça. Voilà, je pense qu'il faut assumer jusqu'au bout qu'on pense que c'est quand même le plan A qui serait la meilleure solution. En tout cas, c'est ce qui me semble avoir lu et c'est ce qui me semble... mais avec en arrière-plan le plan B comme possibilité permanente et comme outil de négociation, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment pris au sérieux cette idée qu'on veut le succès de cette négociation, la réussite de cette négociation et transformer radicalement le paysage européen. Et alors, c'est vrai que de ce point de vue, mener en parallèle une stratégie pour penser le plan B, c'est nécessaire. C'est pas qu'il faut y penser, c'est que c'est absolument nécessaire dès maintenant. Et ça, c'est d'une certaine manière, on peut dire ce que les Grecs ont vu est pas complètement assumé. C'est-à-dire qu'ils ont d'une certaine manière mis en place des dispositifs, ils avaient testé un certain nombre de choses, ils avaient un certain nombre d'outils, mais qui ne sont pas allés jusqu'à en faire une menace réelle et jusqu'au bout pour plein de raisons, dans lesquelles entre quand même un élément qui a été dit, c'est-à-dire le soutien populaire à l'euro. Déjà, l'euro n'est pas minoritaire chez les Grecs, enfin, il y a un soutien à l'euro. C'est vrai aussi à l'échelle
C'est vrai aussi en France aujourd'hui, donc c'est une donnée quand même importante. C'est pas seulement l'idéal européen qui reste. Vous disiez, les Français sont encore européens, mais ils sont aussi encore plutôt attachés à l'euro malgré tout. Donc il faut tenir compte aussi de cet élément. Alors j'ai été un peu mal compris sur la question du FMI, etc. C'était une des hypothèses auxquelles on pouvait songer dans le contexte de situations critiques où la dette explose très très vite. Elle est déjà très élevée, la dette publique, à près de 100% du PIB. Au moment, voilà, la question des procédures, je dirais que on peut résoudre les choses de manière abstraite, mais quand on est en situation, on l'a bien vu avec le cas grec, il y a beaucoup de réalités qui se rappellent à vous très très vite. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, même dans le cas des pays de la zone euro, le FMI, dont il n'était pas du tout évident qu'il soit entraîné dans cette affaire, s'est retrouvé impliqué. Le problème, c'est qu'il y a des institutions. On ne peut pas simplement dire on passe à de nouvelles institutions du jour au lendemain. C'est pareil pour la durée. On le voit bien avec le Brexit. Le Brexit, c'est une chose, mais ensuite, il y a tout un ensemble de réalités institutionnelles qui doivent être détricotées, modifiées, transformées, et qui, pour le coup, prennent quand même du temps. Je vois mal comment on pourrait... mais c'est peut-être naïf de ma part, peut-être dans un contexte vraiment révolutionnaire. De fait, le contexte serait révolutionnaire. Dans l'hypothèse dans laquelle je me suis placé, les choses peuvent aller plus vite qu'on ne le pense. Mais là, la question, c'est sur quel exemple, sur quel précédent historique on peut s'appuyer, au fond, pour penser les conditions dans lesquelles on va devoir agir. C'est tout sauf simple, à mon avis. Donc voilà, je serais moins affirmatif. Vous avez compris que sur un certain nombre de points, je me suis fait peu affirmatif de manière générale. Je pense que ça pose toute une série de problèmes. En fait. Il vaut mieux au moins prendre du temps à se poser ces problèmes-là et à imaginer des dispositifs, comme on a commencé à le faire, plutôt que penser que voilà, il y a une solution magique, une solution toute faite qui emporterait l'adhésion et surtout qui s'imposerait dans l'action, dans le feu de l'action. Voilà. Sachant que vous le vouliez ou non, la spéculation internationale, vous ne la supprimez pas comme ça. La dette, même si on la gomme, elle affecte des acteurs, qui sont les créanciers, bien sûr, ça peut être des banques, mais voilà, l'effondrement d'un système bancaire, c'est pas sans conséquence, donc ça suppose nationalisation, ça suppose tout un enchaînement de mesures dans lesquelles on est entraîné, mais voilà, il faut savoir jusqu'où on va et ce qu'on assume comme mesure nécessaire. Un petit commentaire pour vous raconter. Je viens de tout à l'heure, avant d'arriver, et j'ai été contacté par une chaîne de radio et télévision d'Amérique latine. Il me dit, écoutez, on vient de voir que Marine Le Pen, il propose que 6 mois après, dès qu'il arrive au pouvoir, il va faire un référendum sur la sortie de l'Europe. Voilà. Alors, je voulais savoir quelle était votre réponse si on me pose ces questions-là, par rapport à notre programme. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris quelle était la question, en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je pense de ça, de cette proposition-là? Voilà. Et deuxième, par rapport à tout ce qu'on a discuté sur les plans A et B, quelles sont les propositions Oui, ça renvoie à la question de la place du référendum, qui est, il me semble, très important dans le dispositif actuel, dans le projet actuel, du côté du plan A. Et en particulier, alors à 2 étapes, peut-être sur la validation des propositions portées par le gouvernement, et après un débat parlementaire, dans le contexte du début de la négociation pour le plan A, donc référendum préalable en quelque sorte, mais ça alourdit, ça complexifie, évidemment, et oui, j'imagine que là, il faudra, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, il va falloir faire plusieurs référendums en un, sans doute, parce que voilà, on imagine une période de forte mobilisation populaire, démocratique. Ensuite, sur le résultat de la négociation, et il est, je pense, particulièrement important, et il est surtout important de dire comment on tiendra compte des résultats dans les 2 cas. C'est-à-dire que ça ouvre beaucoup d'incertitudes, les référendums, mais ce qui est bien, dans le sens où ce sont les citoyens qui prennent alors, la stratégie du Front National, elle est clairement de légitimer la sortie de l'Union européenne.
voilà, elle n'est pas surprenante. Enfin, je pense qu'elle est cohérente avec un projet qui est clairement anti-européen. Enfin, de ce point de vue, je la trouve pas incohérente, et voilà, elle est tout à fait cohérente avec la stratégie dans laquelle ils se sont placés. Enfin, voilà. Je dirais qu'il y a des référendums démagogiques et il y a des référendums démocratiques, quoi. On pourrait dire ça. Si on devait trop chercher des formules. Vous disiez tout à l'heure que le plan B devrait nécessairement se faire hors alliance, c'est-à-dire uniquement des forces de gauche progressives et tout, au risque d'être récupérées. Au niveau des alliances politiques, hein, j'ai pas parlé des pays ou des. Mais je vois pas pourquoi ça devrait absolument se faire hors alliance si ça peut aider le projet de plan B à voir le jour quelque part. Même si ça devait être avec le Front National, avec Debout la République ou des trucs comme ça, enfin des forces qui sont plutôt effectivement franco-françaises et qui n'ont pas forcément envie d'aller voir ailleurs, mais ça pourrait peut-être mettre en place des institutions qui soient stables au niveau national et ensuite profiter d'autres alliances ou simplement par un référendum, par quelque chose comme ça, sans forcément faire appel aux alliances et tout, ouvrir d'autres horizons. Enfin. C'est la position de Sapir, ça, typiquement, voilà. C'est la position de certains acteurs qui sont centrés sur la question de l'euro, de la sortie de la zone euro, et qui finalement oublient que la politique, c'est quand même multidimensionnel. Il y a bien d'autres enjeux sur lesquels on ne peut pas transiger, on ne peut pas s'accorder avec un certain nombre de forces. Je pense que voilà, il y a des enjeux de valeurs, il y a des enjeux d'universalisme, etc., qui sont tels qu'on ne peut pas subordonner, au fond, ces enjeux-là, ces valeurs-là, etc., à une stratégie institutionnelle et politique. Si on se place, comme vous l'avez fait à juste titre, dans le cadre d'un président Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon devient président de tous les Français. Il n'a pas à faire de la politique politicienne pour arriver à ses fins. Il a à être réaliste. Et dans un référendum où les gens se reconnaîtraient pour sortir effectivement de l'Union européenne, peu importe que les voix viennent de droite ou de gauche ou d'ultra-droite, qui sur d'autres questions devraient être combattues, à mon sens. C'est le principe de réalité une fois qu'on est élu. C'est ce qui s'est passé avec le référendum sur le TCE. Bon, d'une certaine manière, voilà, le non l'a emporté. Il y avait une campagne de gauche, mais il y avait aussi une campagne d'extrême droite et de droite souverainiste, clairement. Sauf que je pense que c'est quand même très important d'avoir en tête le rapport de force actuel en France et en Europe sur ces questions, qui est quand même très défavorable aux forces de gauche. Et donc, alors c'est vrai que l'hypothèse dans laquelle je me suis placé gomme un peu ça, c'est-à-dire on part d'une victoire de la France Insoumise, d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon, qui suppose justement que le rapport de force est inversé, quoi. Donc dans ce cadre-là, le plan B n'a pas le même sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas du tout dans une logique d'alliance, clairement. Il y a pas cette logique-là, elle disparaît, mais elle disparaît par construction dans mon raisonnement. Alors que dans la réalité du champ politique, ces forces-là, elles sont là, quoi. Et on a beau faire, c'est très difficile de faire l'hypothèse, en tout cas, qu'elles vont disparaître très vite, à très court terme, quoi. Il ne faut pas parler d'alliance avec ces forces politiques. C'est bien ce que j'ai dit. Je pense que c'est vraiment une ligne rouge.